Bonjour à tous et bienvenue dans My Web Generation, l'émission du web et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes avec Joachim Garraud. Bonjour Joachim. Ça va? Ben oui, alors, heureux d'être à Nantes dans ton fief. Ce soir, tu fais un concert dans ton fief à Nantes. Ce soir, tu es au LC Club, où tes fans seront au rendez-vous comme d'habitude. Et on va parler de numérique, parce qu'on a vu que tu utilisais beaucoup les nouvelles technologies pour interagir avec tes fans. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de tes productions que tu fais, ou plutôt tes vidéos, tes podcasts, tout ça. Cet été, c'était le 300e podcast de The Mix. Comment t'es venue l'idée et aujourd'hui, quel recul tu as sur cette expérience? D'abord, The Mix, c'était une émission de radio que je faisais pour certaines radios en France, dont la première a été FG DJ Radio à Paris. Et il y a 5 ans, une personne qui travaillait avec moi, qui s'appelait Renaud Guérin, m'a dit tiens, il y a un truc qui va débarquer là, qui est lancé par Apple, qui s'appelle le podcast. Alors, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit oui, surtout que tu étais un des premiers, tout compte fait. J'étais pas un des premiers, j'étais le premier. D'accord, excuse-moi, tu étais donc le premier. Donc j'étais le premier à faire un podcast de musique. Et donc j'étais le premier référencé Apple France dans le podcast, dans les podcasts sur iTunes. Et donc du coup on a mis ça en place et je me dis putain c'est sympa quand même, les gens ils peuvent cliquer sur des liens, il y a des photos, ça me plaisait beaucoup. Et puis je me suis lancé dans ce jeu-là en disant on va en faire un toutes les semaines comme l'émission de radio. Donc toutes les semaines je fais l'émission de radio et le podcast. Bon, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que ça dure 313 semaines parce que c'est la 313e semaine. Et donc toutes les semaines, et je suis très fier de pouvoir dire ça, de toutes les semaines, je propose 1 heure d'émission gratuite qu'on peut downloader sur www.joachimgarraud.com en s'abonnant au podcast, qui représente les nouvelles musiques électroniques, mes derniers bootlegs, mes remixes et tout ça. Et là où je suis très fier, c'est que je n'ai jamais interrompu cette émission depuis 313 semaines et qu'à chaque fois qu'on arrive à la 100e, on en profite pour faire un live rediffusé à la radio en direct où j'invite différents artistes qui viennent jouer avec moi. Donc, c'est ce que tu as fait sur la 300e. C'est ce que j'ai fait donc, pour la 100e à Aix-en-Provence, pour la 200e à Rennes et pour la 300e, c'était à Caen. D'accord. Et alors, c'est quoi ton recul, ton retour d'expérience? Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu ferais différemment? Est-ce que ça a évolué depuis le début du podcast? Oui, ça a beaucoup évolué parce que quand je suis arrivé premier tout seul, j'étais numéro 1 du podcast, devant RTL, Europe 1, devant Rire et Chanson, Allociné, tous ces gens-là qui ont découvert le podcast presque 1 an après moi. Donc pendant 1 an, j'étais en tête, toujours. Et maintenant, je ne suis plus numéro 1. Je suis toujours dans les 3-4 premiers de musique. Quelquefois, même souvent, je suis même premier musicaux dans le classement musique, mais les podcasts ont été vulgarisés par les radios comme Europe 1 qui ont utilisé chacun leur rubrique en disant retrouve telle rubrique sur Internet en allant t'abonner au podcast. Donc, si tu veux, les bandes annonces de Allociné sont passées numéro 1 devant mon podcast vidéo et tout ça. Bref. Et maintenant, le recul que j'en ai, c'est que je trouve que c'était un moyen super intelligent de fidéliser des gens autour d'une diffusion numérique à la demande. Les gens, ils écoutent quand ils veulent, ils réécoutent, ils jettent, ils classent. Maintenant, je trouve que ça a un peu vieilli parce que maintenant, il y a des chaînes YouTube entières où on peut écouter des mix de DJ. Il y a beaucoup plus d'informations. Et alors qu'à un moment, iTunes, et grâce au podcast, c'était le seul vecteur pour moi d'information sur des mix gratuits hebdomadaires. Aujourd'hui, via YouTube, on peut s'abonner à des chaînes qui sont de bonnes alternatives. Donc je pense que ça a un peu vieilli aujourd'hui. Mais je continue à le faire. Et je le fais même en anglais, parce que j'ai ouvert un canal anglais pour tous les Space Invaders hors France. Et je continue à faire mes émissions de radio. Et voilà. Après, que la forme soit podcast, soit une chaîne YouTube, soit du streaming, l'important, c'est que ça soit de la musique et que je présente des nouvelles tendances musicales à des gens, quoi. Ok, donc le podcast, c'est un bon exemple. Tu as été toujours très actif sur Internet. Je pense notamment à ton forum. Que tu connais bien. Un petit peu, que je connais un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie web particulière ou tu le fais tout au feeling? Parce qu'on voit que tu es assez actif sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Tu as une vraie stratégie, c'est pensé? Ou bon, là, tiens, j'ai envie de mettre une vidéo YouTube, j'ai envie d'envoyer un tweet. Alors, la seule chose que j'ai pas de stratégie. Par contre, j'essaye de réfléchir en tant que média. C'est-à-dire que je fais un peu des plans médias
qui est attention, tel jour on lance un concours, j'ai besoin de 10 jours de visibilité. Alors pendant 10 jours, on ne va pas poster de gros films et tout ça. Donc si tu veux, bon, c'est assez de la cuisine interne, hein, mais je me dis, bon, quand j'ai un nouveau film qui présente le festival Inox Park, j'ai envie qu'il y ait un maximum de visibilité, qu'il soit en haut du mur sur Facebook, qu'il soit bien relié sur Twitter. Donc pendant une semaine, je dis, bon, on va calmer le jeu. Et j'essaie de pondérer la visibilité en fonction de l'importance de ce que je présente. Et aussi, j'ai toujours refusé de relier Twitter et Facebook parce que je pense que pour moi, ce sont des vecteurs différents qui proposent des médias et des informations différentes. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 vecteurs d'information avec 3 vitesses. J'ai les news joachimgarraud.com qui sont sur mon forum, enfin qui représentent mon forum, qui est la base, qui est un petit peu ce que j'appellerais moi les archives. C'est-à-dire je sors un nouveau disque, je fais un concert, il y a une nouvelle vidéo. C'est quelque chose dans lequel les personnes qui cherchent à avoir plus d'informations sur moi vont venir piocher l'information. Elle est triée, rangée, et il n'y a que des choses institutionnelles. Je ne vais pas marquer dans ces news-là que je viens d'atterrir à Rio de Janeiro et que dans une heure, je fais un concert. Deuxième niveau d'information, Facebook. Facebook, c'est une version un peu plus fun, un peu plus instantanée. Mais je vais utiliser le 3e niveau qui est le niveau Twitter pour tout ce qui est périmable, les informations qui vont être très instantanées et qui vont être valables quelques heures ou quelques minutes. Donc je viens d'atterrir. Voilà. Donc une news, je viens d'atterrir à Rio, ça va sur Twitter. Ou alors ce soir rendez-vous pour le concert festival à Rio de Janeiro, c'est sur Facebook. Et les photos du festival, c'est sur mon forum. Voilà. C'est un peu ces 3 niveaux-là. J'essaie de combiner un peu ça. Et tu avais un stratège pour t'aider là-dedans, ou est-ce que c'est parce que toi-même tu moi je le ressens comme ça parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une formation sur les médias qui était la radio. Moi pendant des années, j'ai travaillé en radio avec vraiment l'outil radio qu'on façonnait, c'est-à-dire qu'un spot de 7 secondes, on allait le mettre en tête d'écran, on allait faire tout ce vocabulaire qui est lié à la publicité, à la promotion, à l'autopromotion, les post-pack shots, tout ce qui est baseline, tout ce vocabulaire de la publicité qui est né un peu des FM. C'est quelque chose qui m'est très familier parce que j'ai commencé à faire de la radio en FM à quelques mètres d'ici, place du Commerce, pas très loin d'ici, pour des radios qui s'appelaient Radio Nantes et Énergie Nantes, et même avant des radios pirates que j'avais lancées. Pour moi, j'utilise les médias Internet comme j'ai appris à utiliser le média radio. C'est-à-dire on parle à une personne, on parle à une cible, on adopte un langage en fonction de la personne qu'on veut toucher et du message qu'on veut faire passer. Donc j'ai pas appris réellement, hormis sur le tas, grâce à une expérience radio. Alors on parlait un petit peu de ton forum. Est-ce que tu es d'accord si on dit que ça a été quand même un des éléments qui a joué dans l'explosion de ta notoriété ces dernières années? Tout à fait. Cette communauté qui s'est construite autour de ton forum. Quand on a créé le forum en 2005, on était 2, on était 3, on était 9. Une semaine après, on était 13. Et puis au bout d'un an, on était 1000. J'ai fait une grosse fête pour mon anniversaire avec des DJ qui sont venus jouer dans une cave. Et aujourd'hui, si je raconte ça aujourd'hui, je pense que personne va me croire. Mais si je dis que David Guetta, Bob Sinclair, Steve Angelo, Axwell, Eric Prydz, Sébastien Ingrosso, Antoine Clamaran étaient venus jouer gratuitement pour mon anniversaire pour 100 personnes, et ben c'était pour fêter les 1000 membres de ce forum. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ta question, le forum a toujours été très important dans la consolidation d'une communauté avec un échange de savoir à différents niveaux. Ce qui me plaît beaucoup dans un forum, c'est que tu sois professionnel, que tu sois expérimenté, que tu sois amateur, que tu sois débutant, tout le monde a parole égale. Et je pense que c'est bien de pouvoir communiquer pour moi ma passion et de transmettre ça à la nouvelle génération via un forum. Et c'est vrai qu'il a été ultra dynamique pendant quelques années. Maintenant, avec les nouveaux Facebook, MySpace, il y a une érosion forcément, mais ça reste quand même pour moi un vrai trésor de la culture un peu musique électronique, DJ, matos, high-tech.
Mais encore une fois, ton forum, est-ce que t'as pas été précurseur comme un réseau social, puisque là c'est encore, même je pense aujourd'hui, un lieu de rencontre qu'on ne peut pas avoir sur Facebook pour les DJ qui échangent leur production. Alors on a été novateur parce que quand on a mis en place ce forum, j'étais le premier DJ à mettre ça en place, et même dans la musique électronique. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce forum pour plusieurs raisons. Parce que sur ce forum, des gens se sont rencontrés, ont commencé à faire de la musique. Alors il y a des gens qui ont émergé comme Arnaud Coste. Il y a des DJ qui ont émergé. Il y a des DJ qui étaient dans leur chambre le vendredi soir et qui ont gagné un concours et qui le samedi soir faisaient la première partie d'un de mes concerts en Corse devant 3000 personnes. Si tu veux, pour moi, c'est un vivier. Et les gens se rencontrent, commencent à faire de la musique ensemble. Et puis je suis hyper fier de dire que sur mon forum, il y a un post de Steve Angelo, de Eric Pries, parce qu'avant qu'eux-mêmes aient la notion d'avoir eux-mêmes leur propre forum, ils venaient poster sur mon forum parce que c'était le lieu de rencontre. Voilà. Et alors on parle beaucoup de ce que tu fais sur Internet, mais à l'inverse, comment Internet a nourri ta musique, puisque du coup tu y vas beaucoup. Est-ce qu'il y a des sons, des façons de faire, voilà, comment véritablement Internet au quotidien te nourrit toi en tant que producteur de musique? Alors j'ai un exemple très précis. Quand j'ai produit mon deuxième album, la Solo Invasion 2011, j'ai recherché des collaborations uniquement via Internet. C'est-à-dire que je suis allé sur MySpace. MySpace à l'époque était une très grosse base de données d'artistes. Et donc, je cherchais une voix féminine, un peu punk, rock, une nana un peu déjantée. Et j'ai trouvé une chanteuse qui est en Malaisie, qui s'appelle Z, Z-E. Et grâce à Internet, j'ai rencontré cette personne. J'ai fait du casting via Internet. On a écrit des chansons en étant à 20 000 km de distance. Et on s'est rencontrés une fois que le disque était sorti. Donc Internet pour moi est aujourd'hui un outil incroyable de partage de données, et aujourd'hui aujourd'hui il est impossible pour moi de travailler sans Internet, parce que Internet me permet de travailler avec une équipe qui est en veille en permanence, avec des décalages horaires, parce que quand tu travailles avec une personne qui habite à Los Angeles, une qui travaille à Barcelone, une qui travaille à Calcutta, et que tout le monde travaille sur des images de synthèse 3D, il y en a un qui va se coucher, l'autre qui se lève. Et, et tout le monde a des fichiers qui sont partagés grâce à la fameuse Dropbox, qui est vraiment un outil de travail, de partage de données en permanence. Et aujourd'hui, ça me permet de travailler avec 20 personnes en simultané. Et c'est comme si ces 20 personnes venaient s'asseoir à côté de moi et que je leur montre mon ordinateur en disant ça c'est bien, ça j'aime bien, ça on va refaire ça, et il faut réécrire la parole là, et que je lui donne 10 minutes. Pendant 10 minutes on est ensemble, et puis après il retourne bosser, et puis après je reprends une autre personne. Donc Internet a vraiment changé ma façon de travailler, moi. D'accord, on va parler un petit peu de modèle économique. En 2011, tu as sorti ton album qui s'appelle Invasion. Oui. Et pour sa sortie, tu as aussi commercialisé une box avec à l'intérieur plein de goodies, des casques, clés USB, stickers, calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours obligé d'en faire plus pour vendre? On est obligé de faire différemment. Plus, je sais pas, mais différemment. Quand j'ai commencé à faire cet album, je me voyais mal sortir un bout de 12 cm de plastique qui est un CD, parce que ce CD-là va arriver dans les magasins le mercredi. Il y a de grandes chances que le mercredi soir, il soit sur Internet, et il y a encore plus de grandes chances que le jeudi, il n'intéresse plus personne. Parce qu'il sera gratuit, parce qu'on ne peut pas lutter contre des millions de personnes qui sont connectées en simultané, que quelles que soient les lois Adopi, que quelles que soient toutes les lois qui sont mises en place aujourd'hui, je pense qu'on est dans un mauvais discours, en tout cas concernant la légalisation enfin concernant la régularisation des téléchargements. Et donc, si tu veux, mon idée, c'était de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour donner envie aux gens de posséder. Alors, quand je dis posséder, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, la musique est immatérielle, et pour moi, on ne possède pas un album réellement. On l'écoute, on est même capable de l'effacer, parce que je vais te dire, moi je vais être très franc avec toi, il y a des fois, j'achète des titres sur Internet pour les jouer une fois, et après je les jette. C'est-à-dire que on est vraiment très très loin de la propriété de quelque chose de physique hardware. Donc moi je me suis dit, je vais faire un objet joli, je vais faire un truc sympa, un truc collector, je vais essayer de réfléchir différemment. Donc on a mis en place cette box. Pendant 8 mois, on a travaillé avec des différentes usines pour fabriquer un objet collector que tu as envie d'avoir chez toi.
Et ça a super bien fonctionné. On a vendu toutes les box, on est sold out, on a tout vendu. Et je suis content que des gens m'aient fait confiance en achetant ça et qu'ils étaient contents. Et un des meilleurs compliments que j'ai reçus sur cette box, c'est des gens qui avaient 16, 17, 18 ans qui me disaient « c'est le premier CD que j'achète ». Je me dis c'est super, tu vois. Alors effectivement, c'est pas qu'un CD, il y a un masque, un casque, il y a plein de goodies à l'intérieur. Mais c'est le fait d'acheter pour de la musique qui était important. D'accord, alors tu as testé beaucoup de modèles économiques, tu as fait beaucoup de vinyles avant, donc vraiment du physique. Maintenant, bien sûr, on peut acheter ta musique sur Internet, il y a eu le CD on demand. Est-ce que selon toi, on peut encore vendre de la musique sur Internet ? Enfin, sur Internet ou pas sur Internet ? Alors, je crois que c'est la meilleure question qu'on m'ait posée. Est-ce qu'on peut encore la vendre ? Je crois que je crois que malheureusement la musique est gratuite. Maintenant, ce sont les canaux pour s'approprier cette musique qui sont payants. Ce qui me dérange énormément aujourd'hui, c'est que Wanadoo, que tous ces fournisseurs d'accès te fassent des pubs 4x3 dans la rue en disant téléchargez autant que vous pouvez pour 29 € par mois. Et moi, ça me révolte franchement parce que je me dis, c'est plus les producteurs qui gagnent de l'argent, c'est pas moi qui fabrique le disque. Pourtant, moi, j'ai investi de l'argent, j'ai engagé des chanteurs, j'ai booké des studios, fait un réel travail d'investissement. Et cette musique-là, elle est gratuite, elle va juste rapporter de l'argent à la personne qui a les tuyaux et qui va acheminer cette musique vers le particulier. Et là, moi, je trouve qu'aujourd'hui, je trouve réellement, vraiment pas normal que tous les fournisseurs d'accès n'aient pas une taxe très importante à payer, parce que sur ces 29,99 € qu'ils vont toucher, il y a une grande partie qui est pour la musique, qui est pour les films. Alors je sais que c'est très compliqué à mettre en place, mais pour moi, aujourd'hui, on se trompe. Et les payeurs, c'est pas forcément la personne qui va être derrière lui, qui a déjà payé son abonnement mensuel. Je pense que c'est les fournisseurs d'accès qui doivent aujourd'hui payer. Donc, pour répondre à ta question brièvement, aujourd'hui la musique est gratuite parce qu'elle fait partie d'un abonnement total. Et j'aimerais juste qu'on arrive à déterminer quelle est la quote-part de cet abonnement qui puisse revenir aux créateurs de musique. Très bien, alors une dernière question aujourd'hui, c'est la scène qui te fait véritablement vivre, ou la production aussi d'autres artistes via Gumprod notamment, ou les boutiques en ligne avec les box, etc. Alors si on parle argent, aujourd'hui j'ai 60 à 70% de l'argent qui provient des lives. Donc du DJ, festival, enfin en tout cas de ce qui occupe 3 jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours sur 7 durant l'été. Et après j'ai 20% qui est la vente du disque et le publishing, parce que le publishing rapporte de plus en plus d'argent, parce qu'il y a le publishing, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une radio passe une chanson, eh bien, il paye les auteurs, compositeurs et éditeurs. Et c'est la même chose pour une chaîne de télé câblée, pour la TNT, pour les sites internet. Donc toute cette somme-là représente maintenant 20% de mes gains. Et les 20 autres pourcents sont le merchandising, les boutiques en ligne, les t-shirts, les masques, les casques Wesk. Voilà un peu le panorama. Mais du coup, est-ce que tu es content de ça ? Parce que par rapport à la vente de la musique à proprement parler, est-ce que tu trouves ça normal de gagner sa vie en allant en bougeant à travers le monde ? T'en es content ou pas finalement ? Oui, moi j'adore mon métier. Déjà, moi c'est une chance énorme aujourd'hui de pouvoir vivre de la musique. C'est incroyable de tous les jours me lever et me dire d'abord que je vais passer une journée à faire que des choses que j'aime. En plus, je suis payé pour ça. Et c'est vrai que tu me parles beaucoup de voyage. Moi, j'aime bien voyager. J'ai la chance. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui veut bien venir avec moi de temps en temps aussi, m'accompagner. Donc, après, ces transferts d'argent sur la musique, c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était 80% la vente de disques et 20% sur le reste. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis content ? Je ne suis pas content. J'ai pas mon mot à dire. Aujourd'hui, je fais... déjà, je suis content déjà de pouvoir vivre de la musique, alors que ce soit via la vente d'un t-shirt, via la vente d'un billet pour un festival dans lequel je joue, ou via la vente de personnes qui va downloader la musique sur Internet, sur un site payant. J'ai pas mon mot à dire. Moi, je suis heureux. Et je suis vraiment heureux de pouvoir en vivre tous les jours, quoi.
Alors on va s'arrêter justement un petit peu sur les concerts que tu fais un petit peu partout dans le monde, qui sont très numériques eux aussi. Tu utilises beaucoup la vidéo. Est-ce qu'Internet c'est une source d'inspiration pour créer tous ces visuels ou pas? Oui et non. Non. J'étais un peu déçu parce que je vais te dire, je recherche depuis 6-8 mois des gens à embaucher sur ça, sur la création de contenu vidéo, sur des gens qui connaissent bien After Effects, sur des gens qui peuvent... tu vois, bon voilà, s'il y en a parmi vous... c'est pour ça qu'on rigole un peu, c'est que... Donc c'est vrai que je recherche ça et j'ai pas trouvé de gens via Internet parce que le gros problème aujourd'hui d'Internet, c'est que c'est tellement grand et tellement fouillis qu'il faut des entonnoirs, il faut des gens qui trient l'information. Alors, quand tu tapes sur Internet des mots-clés en disant graphiste After Effects, tu vas te retrouver avec 28 millions de réponses. Eh ben, j'ai pas le temps de faire 28 millions de sites. J'ai besoin de moi quelqu'un qui me dise tiens, ce mec-là, il est bon, il aime la musique électro, machin, parce que... Et c'est le problème aujourd'hui d'Internet pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet te propose tellement de choix qu'il est impossible aujourd'hui de s'y retrouver, malgré tous les moteurs de recherche. Quand tu es débordé par la musique, aujourd'hui, je reçois, je sais pas, 80 à 100 titres par jour. C'est tous les jours, je reçois 100 promos. C'est-à-dire qu'on en reçoit de 600 à 700 par semaine, promos. Bon, ben, j'étais obligé d'embaucher quelqu'un qui ne fait que ça, qui écoute les promos pour moi, qui fait déjà un pré-tri. Eh ben, c'est pareil. Aujourd'hui, Internet, pour moi, n'est pas on ne peut plus trop faire son marché parce qu'il y a trop de trucs. Ou alors, il faut engager des gens qui vont faire un tri pour toi. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, un peu indiscrète, peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas. Je sais pas si tu interviens beaucoup sur SoundCloud, mais Laurent Garnier le fait. En tout cas, c'est marqué Laurent Garnier et on a l'impression qu'il répond à toutes les promos. C'est possible ou c'est pas possible? Enfin, dans ton cas, c'est pas possible. Tu avoues avoir embauché quelqu'un. Non, mais moi, j'ai quelqu'un qui fait le tri. Pourquoi? Parce que sur les 60 morceaux que je reçois par jour, j'en ai 3 qui correspondent à ce que je recherche dans la musique. Parce que dans les 60, je vais avoir des trucs de zouk, des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique électronique, des trucs très minimal qui ne correspondent pas au style musical que je joue. Donc si tu veux, déjà ce pré-tri-là, tu te ramènes 3. Et puis c'est 3 par jour, donc si tu veux, c'est 15 par semaine. Sur les 15 par semaine, je vais en prendre 1 ou 2. Parce qu'après, j'ai mes goûts personnels, si tu veux, où je refais un filtre. Mais pour répondre à ta question, je vois mal comment un DJ international comme Laurent peut répondre à toutes les demandes, une par une, de promos qui lui sont envoyées, parce que je pense qu'il doit en recevoir autant que moi. Ouais, certainement. Et du coup, toi, tu interviens par contre Essaie juste de calculer 60 titres à écouter par jour. Même si tu n'écoutes que 20 secondes, ben voilà, tu passes 4 heures. Et du coup, toi, tu interviens personnellement sur SoundCloud. C'est une source d'inspiration ou pas du tout? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. SoundCloud t'intéresse pas? Pas du tout. Non. Pour l'instant, enfin, je vois le truc. C'est un hébergement de musique en ligne, de partage de musique. Ouais, c'est un réseau social. Disons que j'ai mal mesuré l'importance du réseau social dans SoundCloud par rapport à la musique. Bah pour moi, c'est un concurrent direct du forum joachimgarraud.com, par exemple. Ah ouais? Ah oui. Moi, je l'ai pas identifié comme ça parce que tu discutes autour d'une œuvre, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Écoute, j'aurais bien voulu pouvoir mettre des waveforms dans mon forum. Je pense que ça aurait été ça à un moment, tu vois. Donc effectivement, c'est une. Bon, après, tu peux pas être spécialiste dans tout, c'est impossible, quoi, tu vois. Mais non, j'interviens pas du tout sur ce média-là. Je suis allé voir. J'écoute quelquefois des promos parce qu'on m'envoie des liens. Voilà, c'est super rapide, c'est pratique. Mais bon, je me sens pas. J'ai pas le temps de faire du chat avec les internautes sur ça, quoi. Déjà, si je prends du temps pour aller sur mon forum, aller sur Facebook et gérer le Twitter, je veux dire, il me faut 60 heures par jour, quoi, tu vois. Juste pour revenir. Ah non, ça suffit, Simon. Une dernière question sur la vidéo dans tes concerts. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler certains morceaux en disant j'ai envie de faire ça en vidéo, du coup musicalement il faudrait le faire comme ça, ou non, la vidéo s'adapte quand même à la musique? Non, la vidéo vient après la musique. La musique est faite d'abord, parce que mon premier métier c'est faire de l'audio, faire de la musique. Et après, je fais de l'illustration vidéo pour pouvoir la jouer dans mon spectacle Invasion.
Mais c'est vrai que je fais moi-même les stories, les storyboards que je communique après aux équipes de graphistes. Et je leur dis voilà, là, ce serait bien de partir d'un truc rouge qui démarre comme ça, qui se déploie comme ça, la mesure 32, tout ça. Donc tu es hyper impliqué aussi dans la vidéo finalement. Je suis hyper impliqué dans la vidéo. Et est-ce que il y a une question qui peut se poser, c'est que du coup, est-ce que c'est pas un petit peu la mort des VJ? Donc c'était vraiment 100% le métier de trouver les vidéos qu'elle avec la musique. Bah écoute, aujourd'hui, je pense que je suis le seul à faire ça. Je vois, moi, dans les festivals où je rencontre plein de DJ qui produisent des spectacles, je suis le seul à gérer moi-même les contenus vidéo. Il y avait Sander Klanenberg qui le faisait un moment avec la DVJ, mais il a laissé tomber parce que BitTorrent un peu aussi. Ah bah BitTorrent qui était sur le festival, ouais. Mais ils sont 3. Mais c'est vrai, c'était à Inox Park et j'ai pas eu le temps d'aller les voir parce que malheureusement j'avais un autre festival le soir même. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, donc à mon avis il y a encore beaucoup de travail pour les VJ, quoi. Et puis après les VJ, il faut qu'ils viennent, il faut que les VJ soient aussi créateurs d'images pour qu'on puisse faire des clips ensemble, tu vois. Et du coup, tu confirmes que c'est vraiment la musique d'abord et ensuite la vidéo. Par exemple, Tiesto a été extrêmement critiqué pour avoir justement enregistré totalement son set et quasiment fait de la figuration devant les platines parce que le show était millimétré avec des lasers, des feux d'artifice, un truc pas possible. Toi, ce genre de truc, moi, c'est impossible. Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai mis en place avec Serato des plugins de logiciels qui permettent à une personne, donc le DJ, d'être chef d'orchestre et de piloter avec les platines CD ou le clavier les lumières, d'envoyer des timecodes qui permettent de générer des mouvements pour des lasers, de piloter des DMX. Donc DMX, c'est tout ce qui est lumière et c'est un langage de communication entre machines. Donc si tu veux, parce que moi, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et là où je fais la différence par rapport aux autres DJ, c'est aussi pour ça que j'ai fait autant de festivals cette année et que j'ai fait les 3 plus gros festivals américains. Et j'ai eu la chance, j'ai fait Coachella, j'ai fait Lollapalooza. Donc Coachella, c'est à côté de Los Angeles, c'est 87 000 personnes. Lollapalooza, c'est 240 000 personnes, c'est 80 000 par jour. Et j'ai fait Electric Zoo à New York, c'était 50 000 personnes. Bon, c'était les 3 gros festivals américains. Je les ai fait avec mon show Invasion parce que j'arrive sur scène tout seul. Ça coûte pas très cher de payer 1 ou 2 billets d'avion. Puis on n'est pas un groupe, on vient pas à 40, tu vois. Mais surtout, quand je fais mon show, l'audio, la vidéo sont parfaitement synchro parce qu'effectivement, je la pilote en direct. Mais par rapport à un concert de U2 que tu vas voir le lundi, si tu vas voir le concert de U2 le lundi, t'en prends plein les yeux, tu dis putain c'est mortel, tout s'arrête ensemble, les lumières, tout, c'est incroyable. Tu vas le voir le mardi, c'est la même chose. Parce que le spectacle est piloté par ce qu'on appelle un TC, qui est un timecode, qui te dit à la minute 28 et à la 16e seconde, tu as le feu d'artifice qui part. À la 28e minute et la 18e seconde, on est dans le noir parce que Bono prend le micro et il chante avec le spot blanc qui est sur sa tête. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle encoder un spectacle. C'est-à-dire que tout est encodé et il y a assez peu de place à l'improvisation. L'improvisation est même encodée. C'est-à-dire que tu te dis, tu as 32 mesures de free will, ce qu'on appelle free will, c'est-à-dire hors timecode. C'est-à-dire que les machines sont mises sur pause et le timecode tourne en free will. C'est-à-dire que si tu veux, le temps est arrêté. Et pendant ces 32 mesures, eh bien, il y a un solo de guitare, il y a un solo de batterie, le mec chante. Mais c'est uniquement dans ces 32 mesures. Après, on revient sur le cours du spectacle. Moi, je voulais pas ça. Je voulais me dire, quelle est la force du DJ? La force du DJ, il lève les yeux et il se dit, oh, on va jouer un peu plus électro parce que je les sens plus électro. Il ressent le public, il fait des sets différents tous les soirs. Parce qu'il est capable d'être très flexible, de passer d'un titre à l'autre. Voilà. Eh bien, j'ai appliqué cette méthodologie du DJ à la production de spectacles grâce à des outils qui m'ont été mis au point avec Serato et qui me permettent aujourd'hui, grâce aux platines CD, d'improviser, de faire des boucles, de passer d'un morceau à l'autre, de changer complètement de style en une demi-seconde. Et pourtant, tout est synchro parce que je pilote la vidéo en même temps. Alors, est-ce que ça veut dire que autant la vidéo n'influe pas sur la musique, est-ce que par contre ton travail autour de tout ça va influencer le travail de ces entreprises, notamment Serato, et est-ce que du coup elles vont revendre le travail que vous avez fait ensemble à d'autres DJ? Tout à fait, c'est déjà Serato, mais peut-être c'est déjà le cas. D'accord. Donc on peut acheter des plugins Joachim Garraud. Ouais, enfin ils vont pas s'appeler Joachim Garraud, ils vont s'appeler Live. C'est des plugins qui sont dans Serato. Il faut savoir déjà que c'est un peu ce que j'avais fait avec Pioneer. C'est que quand j'avais rencontré Pioneer il y a 6 ans à Tokyo et que j'avais rencontré Hiroshi Kawaguchi, qui est le patron de Pioneer sur les produits DJ, il m'avait présenté Gen Inoshita, qui était le grand boss de Pioneer, qui avait créé la CDJ, la DJM,
qui était un visionnaire absolu, vraiment un visionnaire absolu. Quand j'ai rencontré ces deux personnes-là à Tokyo, ils m'ont présenté un projet qui était une DVJ, qui était un lecteur de DVD à plat pour DJ. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses ? Alors j'ai commencé à tester le truc. Il faut savoir que c'était comme les prototypes, c'était dans une espèce de grosse boîte noire, pas designée, tu vois. Et donc j'ai essayé ça. Et puis je disais, bon, ça c'est super, ça c'est pourri, ça c'est de la merde. Et le mec, il notait tout. Tu avais 15 ingénieurs autour de moi qui notaient sur des petits calepins, je te jure, texto. Et qui ont dit, bon, on a bien noté ce que tu veux, on se revoit dans 8 mois. Et puis 8 mois après, ils m'ont rapporté une version 2. Vous avez pris en compte plein de choses que j'avais dit et je dis putain c'est super. Et donc du coup, si tu veux, les constructeurs aujourd'hui font beaucoup appel aux utilisateurs pour développer leurs produits. Donc Pioneer et puis là récemment Serato avec qui je travaille sur du développement de software qui permet de lire l'audio, la vidéo, de la synchro, développer les machines. Bon là, la version que je suis en train de te parler pour piloter le DMX et la lumière, pour l'instant, je suis le seul à la mettre en place parce que c'est une version bêta. Ça plante beaucoup parce que tous les jours, je suis avec les développeurs, on fait des échanges. Je leur dis, moi ça marche, ça marche pas. Quand ça sera stable et que je l'aurai utilisé pendant 1 an, parce que c'est un peu ça le deal avec Serato, c'est que je veux bien leur donner des idées, qu'ils les développent avec leurs développeurs, que je sois le bêta-testeur cobaye, et qu'une fois que ça fonctionne, j'ai l'exclusivité d'exploitation pendant 1 an. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir des outils que les autres n'ont pas, et au bout d'1 an, ils mettent en vente. Et on partage un peu une royalty sur ce qui est vendu. Bon, Joachim, on parle ensemble depuis 25 minutes, tu peux le dire en fait, t'es un geek, c'est ça? Est-ce que tu te considères comme un geek en fait? Non, je pense que les geeks sont beaucoup plus forts que moi. Les vrais geeks, moi je connais vraiment des geeks, mais je suis admiratif. Parce que c'est plus que être capable d'aller sur un site caché, d'aller récupérer les données et en 2 secondes récupérer les 20 millions de friends que tu peux avoir sur Facebook et puis récupérer des bases de données. C'est au-delà de ça, c'est un état d'esprit. Moi, je ne me considère pas comme un geek. Je suis un amoureux des machines. Je suis un amoureux de la technologie. Mais le geek a ce côté obsessionnel, ce côté monomaniaque, ce côté enfant qui a 14 ans, qui a une seule idée en tête et qui va être fixé sur ça tant qu'il n'aura pas résolu ce problème-là. Moi, je suis pas un malade mental encore. non, mais je dis ça en toute amitié parce que j'ai beaucoup de respect. Et je me considère, enfin, moi, j'ai vraiment pas la stature du vrai geek. Je suis un amoureux, un passionné, mais j'ai pas les connaissances pour ça encore. Ça marche. Alors, on peut retrouver ton album Invasion 2011 un peu partout? Alors, on peut retrouver ça sur Invasion 2011. Bah non, parce que je te raconte des bêtises, parce que nous sommes sold out, nous avons tout vendu. Donc, mais la seule façon d'avoir de la musique maintenant, c'est d'aller sur iTunes ou enfin sur les plateformes de téléchargement, taper Joachim Garraud et puis récupérer des morceaux. En tout cas, on te retrouve partout à travers le monde, j'ai envie de te dire, oui, avec tes sur concerts. Internet, ouais. Il faut venir me voir en concert déjà, parce que je pense que c'est un contact important que j'ai avec le public. De leur proposer un show live où je joue du clavier, où il y a une vraie interactivité avec le public. Et puis après, joachimgarraud.com et le Facebook, Twitter, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Merci de m'avoir retenu. J'étais un peu bavard, mais c'était intéressant de vous parler, les gars. C'était intéressant de vous parler, les gars. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao.